commence cet essai, ce posting vidéo, et je vais essayer, comme d'habitude, de donner quelques points de repère sur cet élément qui drone dans les pays arabes, et le Maroc par le Bergeg, et en Égypte par exemple par le Beltagui, c'est-à-dire selon les prononciations, les termes qui sont utilisés, mais chaque pays comprend ce que veut dire par Bergeg au Maroc et ce que veut dire Beltagui quand on est en Égypte par exemple, et même en Syrie. Donc c'est une géopolitique qui touche plus précisément la Syrie, puisque l'actualité en est une, et plus exactement ce qui est des armes chimiques. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, je ferai un saut, et pas des moindres, sur le Maroc, parce que la situation est aussi catastrophique, et on se demande l'issue. Et l'issue ne peut être faite que observée, si vous voulez, que par un changement de régime, c'est-à-dire on rentre dans une première république marocaine, ni plus ni moins. C'est-à-dire le temps de passer par un tel parti politique pour tant d'années, et puis refaire la même chose rebelote avec des autres, et ainsi de suite, et le temps passe, et ça me fait penser à ce genre de professeur qui, éventuellement, qu'on a connu quand on était jeune, qui sait son cours, il le connaît parfaitement maîtrisé, et donc il vient en classe, il donne son cours, pas d'effort, rien du tout, et une fois qu'il sort, il va faire la construction, il va chercher dans les courses des chevaux, c'est-à-dire il a d'autres occupations qui n'a rien à voir avec l'amélioration du niveau de l'élève ou de l'étudiant, et ainsi de suite. Donc c'est la même chose ici, c'est-à-dire le rythme est déjà rodé par Hassan II, et bien les autres veulent reprendre le même flambeau, et ce qui n'est pas vrai, parce que ça ne peut pas durer éternellement. Ne serait-ce que la démographie n'est plus la même, et le Maroc, quand on dit 35 millions, on est encore généreux. Bon, les problèmes sont de plus en plus aigus, et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire commencer par une première république marocaine. C'est-à-dire, moi je disais que à un moment il fallait faire comme l'affaire Juan Carlos en 1975, en passant le flambeau entre les mains d'un État plutôt plus démocratique que d'être entre les mains d'un personnage, ou si vous voulez une clique qui fait le bon et le mauvais temps dans le pays. Ce qui est une nécessité d'ailleurs. Donc les 22 pays que je considère qu'il est très important à y être dans un moment ou dans un autre, ressembler à ce qui existe maintenant à l'état actuel des choses de l'Union européenne, pourquoi pas avec l'espace arabe, je ne parle pas du musulman parce qu'il y en a tellement, ou l'espace africain, mais juste l'espace arabe. L'espace arabe, il fait aujourd'hui 22 pays arabes, il peut aller plus, il peut aller moins, mais l'espace, il me semble, il peut se réduire, vu ce qui s'est passé au Soudan, où le Soudan contenait le Sud, et maintenant le Sud n'est plus dans le sillage des Arabes. Enfin, il y a un travail à faire dans ce sens. Et pour s'y faire, il faut commencer d'abord à balayer et à rendre les lieux plus propres. Il n'y en a pas plus. Je ne crois pas qu'il existe un autre terme en dehors de la propriété du milieu. Et pour s'y faire, bien sûr, il faut attaquer à ce fléau qui est le Bergeg. Voilà, c'est ni plus ni moins, c'est cette espèce qui ne laisse personne arriver, moi, regardez ce que j'ai,
parce que j'ai des, 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 des bargages partout, voilà. On ne me laisse ni travailler, ni enregistrer, ni quoi que ce soit, ni dormir, encore moins de se réveiller tôt. Et puis voilà. Donc c'est un domaine, c'est un phénomène. Il aime bien qu'on parle d'eux, eh bien on parle d'eux, voilà. Un jour ils payeront, ils répondront de ces accusations. Je crois qu'il est la moindre des choses. Alors, comme je vous ai dit, je vais parler de la Syrie, de l'Égypte et ainsi de suite. J'aurais aimé, pourquoi j'en parle aussi, parce que j'ai l'objectif des 22 pays arabes, avoir un parallèle, le parallélisme, si on veut, un terme un peu plus technique, avec l'Union européenne. J'aimerais bien, c'est-à-dire que les Syriens, les Égyptiens aussi parlent de la révolution marocaine, même une révolution qui n'apparaît pas au grand jour comme chez eux, peut-être il arrivera un jour, mais dans leurs analyses, on aimerait bien qu'ils parlent pas seulement de Marrakech aux prononciations de jadis, parce que le Maroc s'appelait Marrakech auparavant, ou Fès auparavant, mais le Maroc, bon, enfin, quand ils parlent de ça, c'est déjà quelque chose. Alors, d'ouvrir des petites parenthèses, ça ne sert à rien, mais les analystes, on les voit à gogo, à la télé, et dans la chaîne de télévision syrienne, comme les chaînes de télévision égyptiennes, comme irakiennes, et ainsi de suite. Mais ils n'arrivent jamais à ce monde-là, qui est aussi un monde arabe, un monde musulman, bien que tôt ou tard, le Maroc passerait par une guerre civile pour séparer les graines, et entre les Berbères et les Arabes, puisque les Berbères, c'est cette essence du palais royal qui fait qu'il y a le Bergeg qui s'impose en puissance. Et donc la plupart, ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne veulent pas apprendre l'arabe, ils ne veulent pas s'intégrer dans l'arabe, et pourtant ils ont leur territoire. Et la race de Sousse qui est d'origine juive, ils s'entendent très bien avec les juifs, et bien il y a le Agadir, Isgan, ils ont des endroits où ils peuvent se développer là-dedans. Comme l'Atlas, ils ont les Khonefra et puis d'autres, et puis les gens les Noirs, il y en a noir et noir, hein, parce qu'il faut faire le distinguo entre les gens. Moi, je n'extrapole pas. Mais il y en a, par exemple, de Touareg, de Touarega, comme on dit, hein, ils ont le Ouarzazate, et même au-dessus du Ouarzazate. Donc, et je crois que c'est dans c'est-à-dire dans cette division, si vous voulez, administrative, qui peut donner naissance à un nouveau Maroc, vu que l'intégration ne peut pas se faire, où ils font tout pour que cette intégration ne peut se faire entre Arabes et Berbères. Alors, tant qu'à faire, chacun chez soi, et les vaches, enfin, et les gens seront mieux, seront mieux, vivons mieux, si vous voulez. Alors, sur la question du regard, moi je me souviens d'un jour, parce que ça passait toujours par les exemples, puisque on ne fait que vivre ce mouvement, hein, c'est malgré soi, parce que ça nous fait retarder, parce qu'il faut savoir à qui on a affaire et quel genre de menace est une menace, parce que la guerre c'est une menace, hein, il faut savoir que on peut parler de Oubesh, c'est-à-dire entre l'ongle et la peau, hein, c'est cette saleté. Et ça, c'est un élément. Hein. Alors, je me souviens, je vous ai dit un jour à Tanger, il y a quelques années de là, je demandais à un qui me suivait comme ça, c'est de la police, d'accord, bon, mais il ne voulait pas dire qu'il est de la police. Je dis, présentez-vous, qui êtes-vous? Alors, il me dit, moi, nous. C'est-à-dire, bon, lui, il ne parle pas de moi parce qu'il se met dans la peau de nous, c'est-à-dire dans le groupe. Nous, si vous regardez à droite, nous regardons à droite. Si vous regardez à gauche, nous regardons à gauche. Si vous pensez ainsi de suite. C'est-à-dire, alors je dis, qui êtes-vous? Et il ne voulait pas dire. Voilà. D'accord? Dans ce sens,
c'est-à-dire, ça lui est difficile de dire qu'il est brigade, ça c'est tout simplement. Mais c'est pour vous expliquer à ceux qui me suivent, ce que c'est ce fléau qui ronge, comme je l'ai dit, la société et marocaine et arabe. D'ailleurs, les manifestations, on les voit sortir pour défendre, si vous voulez, Morsi ou anti-Morsi ou la Syrie ou anti-bombardement. Mais eux, ils n'ont même pas de quoi se nourrir ni de se loger. Et alors on les voit à l'Atlas qui caillent avec le froid. Et alors, ils n'osent pas dire. Voilà. Alors, et pourtant, pour sortir pour d'autres causes, bon, ils sont là. Oui, ils font même des manifestations nocturnes. Oui, pourquoi pas. Alors, faites vos manifestations nocturnes contre Esqat Nedam, pour Esqat Nedam, plus exactement, contre le Palais, c'est-à-dire pour Esqat Nedam. Ça, c'est plus important, elle a plus de sens. Et si on peut parler, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des hommes, ça c'est une autre chose. Mais enfin, on arrête sur la question qui est une façon de voir que l'Ubergag ne laisse personne se diviser. C'est comme ces chiens qui gardent le troupeau de moutons. Alors, chaque fois qu'il y a un brebis égaré, eh bien, il se jette pour la faire entrer dans le... Enfin, il essaye pour le faire entrer dans le troupeau. Et tout en sachant que, bien sûr, il y a le micmac dans la société, et ceux qui sont dans cet état d'optique, eh bien, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, il a son café gratuit, il a son logement gratuit, il a tout. Ça, c'est une réalité. Et il peut être un qata auparavant, et il a une maison plein dans la société, plein dans la capitale. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que c'est l'élément, un deuxième classe, il peut avoir tout cela. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans l'armée, après il sort de l'armée, ils sont tout de suite en grande majorité qui sont dans les cafés, dans les brigades. C'est un élément qui est désolant parce qu'il fait reculer toute une évolution d'une société et la société reste toujours dans les ténèbres et ça ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait quand même une clarification de cette situation. Donc tout compte fait, moi je crois que changement ou pas changement de gouvernement, ça ne changerait rien. Ce qui est important, c'est le changement du régime, c'est-à-dire on passe d'un régime soit comme il a fait Juan Carlos, c'est-à-dire vous verrez et vous voyez ce qui se passe dans le système espagnol, ou bien carrément dans un état d'esprit comme il a voulu imposer le colonel Chouaté, le général Rocher, c'est-à-dire carrément une première république marocaine. De toute façon, on arrivera un jour ou l'autre à une première république marocaine, si on fait, bien sûr, passer par des étapes précédentes. Donc ça passe dans ce sens. Mais enfin, et alors pour vous dire que la pensée aussi, et ça essaye le Vergeg, il essaye de s'introduire dans la pensée des citoyens. Je me souviens dans les années 90, il y avait quelqu'un Al Jadida, je crois, et il a été interviewé sur France Inter, France Internationale, puisque ici alors il disait, enfin c'est-à-dire le journaliste de la maison, de la radio, il disait on entend des bruits derrière vous, qu'est-ce que c'est? Alors il dit c'est le marchand de tapis ou je ne sais pas, le marchand un marchand ambulant. Et alors il dit ça ne vous gêne pas? Lui il a dit non, il fait partie de ses rêves. C'est-à-dire quand il rêve et quand le marchand passe à côté de chez lui, bon, lui il continue à dormir parce que ça fait partie de lui. Ça fait partie de lui. C'est-à-dire c'est cette façon de créer l'être, ce que moi je peux appeler divisé en deux. C'est-à-dire il y a une double personnalité. La personnalité qui est dans le réel, mais la personnalité qui est dans le virtuel et qui colle dans le réel. C'est-à-dire il essaye
rythmer vos pensées, vos marches, vos actions. Et quand on essaye, bon, j'essaie maintenant de fermer la parenthèse, et quand on essaye maintenant de voir un petit peu ce qui s'est passé jadis, c'est-à-dire là, il y avait la civilisation arabe, la civilisation musulmane, eh bien, tous ces penseurs, je parle d'Averroès, bien sûr, je pense à Averroès, je pense à d'autres, ils avaient d'abord le soutien politique. Ça, c'était très important. C'est ce soutien politique qui leur fait dégager la voie et les laisse travailler dans le calme et la sérénité. Donc et c'est toujours très important chez les savants de savoir, comme chez les économistes, comme c'est-à-dire c'est le milieu qui vous permet de développer, euh, euh, comme ils disent en égyptien, montrer chatarta, hein, c'est-à-dire sa valeur, où le milieu vous étouffe, il ne vous laisse pas aller plus loin. Ou tout au moins, si eux ils ne comprennent pas, il faut leur donner tout le temps pour qu'ils comprennent. Alors vous savez très bien que pour lire 2-3 phrases, il vous faut 9 mois. Et si vous avez toute une revue, eh ben, faites le calcul et vous verrez que vous ne ferez jamais rien. C'est-à-dire parce que eux, ils n'ont jamais compris, ils ne comprennent pas. Bon. D'ailleurs, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Donc il y a tout un... Ce sont des gens qui volent le Maroc, tout simplement. Et comme quelqu'un qui pense, comme quelqu'un qui passe, et un voleur a toujours... il se méfie toujours de quelqu'un qui passe à côté. Pourquoi et des questions qui sont de l'ordre de la méfiance. Et là, on essaye de capter un petit peu l'attention des autres et de capter l'attention de la personne en question. D'où le Bergak qui laisse personne passer. Et donc, l'État de la Première République marocaine devrait se débarrasser de ce fléau. Sans ça, personne ne peut y aller devant. D'ailleurs, si vous voyez la société égyptienne, là on fait le pas. Et avant, d'abord, je voudrais dire que vous pouvez tout ça le remarquer si vous avez le champ libre. C'est-à-dire, vous avez un champ libre, vous regardez. Vous voyez les interventions, vous voyez les gens, vous voyez comment ils font leur rôle, comme on dit en langue marocaine, la langue égyptienne. Mais si vous êtes dans les eaux troubles, eh bien c'est cette corde qui vous semble calme, tendre, or elle vibre, cette corde vibre. Quand la vibration atteint un certain nombre, ben vous regardez la corde qui vous semble droite, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Or, ça bouge à l'intérieur. Donc, c'est très important à comprendre ce phénomène il est un fléau, encore une fois, je le dis, et la Première République marocaine devrait s'occuper de ça. Donc, alors, maintenant, je passe à la question de l'Égypte, comme je vous ai dit, de la Syrie et des autres. Ce sont des gens qui, si vous voyez, par exemple, quand Morsi commençait à parler de Beltagui, et le nombre qui atteint les 300 000 et au-delà, et même, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont protégés par ces Beltagui, c'est-à-dire qu'ils ont des carrés dans le territoire, et chacun a son carré. Donc c'est une constitution bien parfaite. C'est ces constitutions qui sont considérées comme telles. Alors, il y a des erreurs qu'il avait commises, Morsi, parmi. Au lieu de mettre un arrêt à cet espace de Belgag, de Beltagui, eh bien, il a laissé développer. Et bon, il s'est contenté de dévoiler un petit peu l'acte, qui est très bien, c'est déjà quelque chose, mais je dirais qu'ils ne le laisseront pas faire le quoi que ce soit. D'ailleurs, maintenant, ce qui se passe, on voit que toute la télévision égyptienne ne sert à rien d'aller les voir. Hein. Ça sert à rien, parce que tout le monde est contre les musulmans, contre les frères musulmans. Or, le mouvement
il se développe à une échelle encore plus développée que ce que nous sommes en train de voir actuellement. Parce que si il ne s'arrête pas chez les frères musulmans. Ça, c'est un mouvement qui veut donner un coup, mais vraiment dans la poitrine, à l'islam. Parce que si les autres utilisent l'islam, eh bien ceux qui se battent contre les frères musulmans, ils frappent l'islam, ils tapent l'islam. Parce qu'en tapant l'islam, ils sont sûrs de taper ceux qui se cachent derrière la couverture de l'islam. Alors, ils se cachent ou ne se cachent pas, il y avait d'autres moyens d'y faire pour voir plus clair et laisser la société vivre. Maintenant, nous sommes dans un état où les attentats, et peut-être même au-delà, se développent en Égypte, qui va se développer ici au Maroc, qui va se développer aussi en Algérie, quoi qu'ils veulent, parce que c'est un mouvement qui est circulaire et qui travaille dans les 22 pays arabes. Voilà. Donc, il y a et il existe toujours l'arrêt de cette spirale de violence en Égypte, et bien d'abord par un effet politique, c'est-à-dire vous avez des frères musulmans, vous ne voulez ou ne voulez pas, ce n'est pas vous qui détermine les choses, ce sont les élections qui déterminent, et ce n'est pas l'armée qui devrait descendre. L'armée devrait le faire, par exemple ici au Maroc, j'en veux bien, parce que ça il le faut, parce que ça c'est indispensable. Mais là-bas, la société déjà s'est engagée dans un processus démocratique. Et il y avait un président élu. Alors il a été élu par fraude ou par quoi que ce soit, je veux bien, oui, mais de là à faire sortir l'armée et commencer cette spirale de violence, d'autant que personne ne sait où va s'arrêter, et je ne crois pas que ça sert à rien, voilà, pour être juste dans le mot, ça ne sert à rien. Le politique, tant que la politique existe, tant que la force n'a pas de place dans cette société. Si la politique ne peut pas avoir des faits et avoir des piliers dans la société, il est indispensable que la société cherche les intervenants militaires, qu'ils soient de l'armée, de l'État ou des pays étrangers. Et je crois qu'il va de soi. Mais ceci dit, il faut faire le distinguo, c'est-à-dire l'intervention, et n'est pas là synonyme, ou si vous voulez, équivaut à une colonisation, ou à un État armé, un État militaire, ou un État policier, ou un autre État sur un autre État. Donc ce n'est pas là. Ça, c'est une aide qui a un temps zéro, un T0, et ça se termine à un T1, T2. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, la société devrait reprendre sa vie, et sa vie, une vie normale, c'est-à-dire le civil est à sa place, comme le militaire est à sa place. Il y a un budget militaire, il y a un budget pour tout ce qui est civil, et les choses se déroulent dans un ordre déterminé et ordonné selon la Constitution, bien sûr. Comme ce qui se passe en Europe, aux États-Unis ou au Japon. Donc, si vous voulez, ce qui est en train de se faire en Égypte, c'est pas la peine de les chercher ailleurs, parce que vous avez les Israéliens, les psychopathes, les Juifs, vous avez des gens qui ont intérêt à faire bouger cette société comme ils entendent, et puis l'élément de réponse, il est entre les mains de Fariq al-Awwal, si vous voulez, le général d'armée, Sisi. Je vais voulu dire le prénom parce que ça me fait penser à l'acteur Qasri. Bon, et ceci dit, c'est-à-dire, je crois qu'il faut toujours rester dans un État démocratique, qui veut dire qu'il y a un peuple et qui veut dire qu'il y a un référendum, c'est-à-dire une consultation d'un peuple. Le peuple ne se consulte pas dans les rues
ne se consulte pas par le nombre des présents dans les rues, mais il se mesure par le nombre de bulletins dans les urnes. Voilà ce qu'il faut comprendre, monsieur le général d'armée, Morsi ou son équipe, je ne sais pas. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est cette phase-là. Vous voulez que la société égyptienne s'en débarrasse d'un phénomène politique qui est lié à la religion ou quoi que ce soit. Qui est d'abord, vous n'avez pas le droit parce que une faction politique, toutes les factions politiques sont intéressantes à la société, y compris par exemple par exemple en France, le Front National est intéressant et important dans la société française parce qu'il représente des gens qui sont là, qui ne voient que ce programme politique. Donc ils sont intéressants. Donc toutes les sociétés, comme le Parti communiste, comme les autres partis, le Parti central de Beyrouth, et ainsi de suite, et si on parle de la France, bien sûr. Donc la société égyptienne veut faire de l'islam une politique. Bon, alors il ne faut pas y aller dans cette mesure de frappe, hein, et dans cette mesure de rapport de force, parce que le rapport de force ne mène à rien. Vous restez dans l'impasse, parce que ça n'a pas de, il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'issue. Vous pouvez consulter qui vous voulez comme penseur, par exemple en Europe ou aux États-Unis, il vous dira la même chose. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a que de l'impasse dans un système de force. Le système de force engendre une dictature, engendre cet état d'esprit, engendre les gens qui ne peuvent dire ni oui ni non. Ce sont ce qu'on appelle des semblants robots, hein, pas tout à fait des robots, mais qui ressemblent tellement aux robots. Alors bien sûr, avec un état d'esprit à eux, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est comme les Juifs quand ils étaient dans les ghettos, là, hein, par exemple dans les pays arabes, eh bien, comme on dit en langue arabe, qui tkif, ils s'adaptent au milieu. Ils savent que ça, bon ben, lui, il va détourner la question. Donc ce n'est plus un État démocratique, mais c'est une question parce que la démocratie, c'est déjà la transparence, et quand on manque de transparence, eh bien, on fait les détours. Et les détours, voilà ce que vous êtes devant les détours. C'est-à-dire l'armée, un jour ou l'autre, il serait bien sûr dans l'impasse. Et il est dans l'impasse. Il ne faut pas oublier que lieutenant-colonel Gamal Nasser, en Égypte, déjà en 1953 ou 1954, était passé à 1 centimètre, je ne sais pas, plus de mètre, d'une tentative d'assassinat par les frères musulmans à Alexandrie, je crois. Donc, et je mets toujours en exergue le phénomène de la démographie. La démographie à l'époque de l'Égypte, il n'est pas dans les 95 millions d'aujourd'hui. Ça veut dire le nombre s'est tellement développé, donc vous avez tellement de frères musulmans dans la société, qui va de Biya le foul, c'est-à-dire le vendeur de fèves, ou de Hallat Moukhia, jusqu'au, je ne sais pas moi, dans les hautes sphères, quoique les hautes sphères n'existent pas, si ce n'est les sphères des voleurs, ni plus ni moins, parce que la société n'est pas dans un état démocratique où on peut faire un classement des gens, exactement comme ce qui se passe ici au Maroc et ailleurs. Donc, à revenir à notre état, à notre issue, et dire que la solution reste toujours, comme tout le monde le dit, politique, c'est-à-dire un appel au peuple égyptien, au peuple d'Égypte, pour un référendum ou des élections anticipées. Alors, si vous faites une constitution sans la participation des frères musulmans, il y va de soi qu'il manque quelque chose. Comme eux, ils avaient fait leur constitution au mois de novembre de l'année dernière,
décembre, et ça a donné ce qu'il avait donné. Donc il y avait des lacunes. Donc cette constitution, si le président par intérim Mansour, il veut faire cette constitution, ça va être plein de lacunes. Et donc on n'arrivera jamais à avoir une constitution pleine et souveraine. Donc de ce fait-là, il faut qu'il y ait une participation des frères musulmans. Et pour qu'ils y fassent, il faut toucher leur chef, c'est-à-dire leur leader. Leur leader, c'est Morsi. Et puis, à quoi sert d'emprisonner toute une clique c'est-à-dire, il y a des gens qui, on se demande pourquoi ils sont envoyés en prison. Pourquoi? C'est-à-dire, ils ont appelé au mouvement et aux armes. Si les armes existent, l'Égypte serait tout de suite dans une guerre civile. Ça, il faut comprendre. Hein. C'est ce qui va exister par la suite avec la Syrie. La Syrie, l'opposition a les armes et le pouvoir a les armes. Maintenant, il reste un flash et la société glisse vite dans le mouvement d'une guerre civile. Donc eux, ils n'ont pas encore ce pouvoir des armes. Alors, même eux, ils ne disent rien, même eux, ils n'appellent pas à la violence. Vous savez très bien que la populace égyptienne, en écoutant et en regardant autrefois la télévision égyptienne et les micro-trottoirs sur cette société qui était pour les frères musulmans, ils sont pour cet état d'esprit. C'est-à-dire, c'est un élément chez eux, c'est-à-dire, même si Beltagui ne dira rien, même si les autres ne diront rien, eux, d'eux-mêmes, ils vont faire. Alors, ajoutez à ça, comme je vous ai dit, il y a les psychopathes juifs qui sont très infiltrés dans la société égyptienne et qui peuvent faire ce genre de travail sans état d'âme. D'ailleurs, pour eux, qu'est-ce que c'est qu'un arabe ou un musulman de moins? Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire ils s'en foutent complètement. Pour eux, c'est la géopolitique chez eux qui doit bouger, qui doit avoir un autre sens, une autre direction. Alors, ceci dit, je vous ai parlé un petit peu de, c'est-à-dire ce qu'on pense, chacun pense ce qu'il veut, sur l'Égypte. Maintenant, on va essayer d'attaquer la Syrie. Hein. Et la Syrie, tout le monde attendait ce G20. Et comme tout le monde le sait, le G20, ses conclusions sont déjà préparées. Il y avait de l'urette. Mais ce qui nous intéressait dans le communiqué final, c'est qu'il y ait quelque chose sur la Syrie. Alors, la Syrie, on n'en voyait pas, on n'en entendait que les interventions de Poutine et de Obama. Voilà. Et même l'intervention de Erdogan de Turquie ou de Hollande de France n'avait pas de poids. Donc ça ne sert à rien. Et là, je revois le film qui a été fait sur François Hollande avant ces élections, quand il était encore candidat. Et il avait fait tourner un petit documentaire et on lui donnait un nom, on lui surnommait à l'intérieur de la maison de Châteauneuf, c'est-à-dire chez les socialistes, comme un garçon de café, parce qu'il avait la forme de garçon de café. Ensuite, ce chemin est passé de garçon de café à un pingouin. Eh bien, c'est un garçon de café, c'est-à-dire il n'a pas su avoir une position à lui et à lui seul. Il s'aligne derrière les États-Unis comme un petit caniche. Et ça n'a pas de sens. Et puis, il faut comprendre que la Syrie, ce n'est pas le Mali. Hein. Attention. Maintenant qu'il est dans cette position, la seule chose pour sortir politiquement, si j'ose dire, un peu dans l'indépendance, c'est lui-même seul qu'il aille voir Bachar al-Assad.
Là, on verra s'il va faire quelque chose seul. Hein. Je n'ai pas dit d'aller chercher les autres alliés. Hein. Alors, donner des frappes ou donner des paroles comme ça en l'air, je ne crois pas que ça fait partie d'une politique réaliste ou encore moins du réel politique. Et même si vous avez vu l'intervention du Premier ministre, le Premier ministre Hérault, moi je crois qu'il a plus d'allure d'un président de la République que d'un Premier ministre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est froid, qui pèse un petit peu. Et puis, quand il est à côté de la plaque, on le voit, ce n'est pas si méchant à le comprendre. Là, la dernière intervention, sur la Syrie, c'était le mercredi, je crois, le 4 septembre, et il avait donné un speech à l'Assemblée nationale, et à la fin, bien sûr, il a répondu aux intervenants, à Jacob, à Julien P, à Borloo, et ainsi de suite. Bon. Et là, vous allez voir qu'il a voulu galvaniser un petit peu l'Assemblée sur un mot dont je ne suis pas sûr qu'il a été dicté ou il a été dit par le président et par Bachar Assad. Parce que Bachar Assad est un type d'abord qu'il était éduqué dans un palais et dans un palais qui avait une éducation. D'ailleurs, lui-même, un filtre, mais il peut le faire, mais il ne peut pas le dire. Donc il y a une certaine... Quand il parlait que Assad, il avait dit liquider. Et liquider, ce mot-là n'existe pas en arabe. Hein. C'est un terme qui est purement français, mais il n'a pas de traduction arabe. Je ne sais pas, c'est-à-dire, il pourrait dire, il va attaquer cette opposition qui l'ennuie tant. Bon, oui, ça peut être dit, mais dire qu'il va liquider, au sens de le rendre liquide, si vous voulez, et ça n'a pas de sens. Alors, finalement, la dernière intervention de Hérault, ça a duré à peu près dans les 14 minutes et quelques. À la 5e minute, entre 5e et 6e minute, si vous voyez, quand il a commencé à dire Bachar Assad parlait de la liquidation, et l'Assemblée commençait à applaudir. Et on voit la caméra dirigée vers le banc où il y avait les trois ministres. Je crois non, pas des ministres, enfin, il y avait le Branchu au centre et Guigou à gauche de le Branchu, et la troisième était à sa droite. Mais là, vous allez voir, les yeux de ces trois femmes ne se concordaient pas. La vue en prolongation, oui, ça se concorde, il y a un point. Et puis, vous allez voir que Guigou, qui parlait que l'Assemblée nationale, parce qu'il a voulu faire président de l'Assemblée, et s'est aperçu qu'il y avait une forme de lobby à l'intérieur du Parti socialiste, ce qui a fait peser la balance en faveur de ce président de l'Assemblée, qui est fabusien, du nom de Fabius, et il avait retenu sa respiration en faisant comme ça. Cette façon de voir, si vous regardez, c'est que quand le rire est au nez, et il ne pouvait plus, il faut qu'elle arrête le rire devant l'Assemblée. Alors il arrête d'une façon très flagrante. C'est-à-dire il sait que son Premier ministre, elle est en train de faire du cinéma. Ça, c'est une petite remarque qu'on peut la faire. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il avait présenté, il n'y avait rien de preuve, encore moins ce qu'il avait présenté. Son ministre de la Défense, il nous a décrit un phénomène militaire qui existe partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire, il arrose avec le pouvoir de Bachar, arrose avec du gaz, et ensuite il y a des bombardements. Donc ce sont des grandes lignes. Si vous voulez donner des preuves, il faut aller plus loin encore,
très plus loin, c'est-à-dire plus précisément que ce que vous entendez dire par tout cela. D'ailleurs, la presse canadienne avait démenti un certain nombre de preuves. Il disait que non, c'est pas possible. La DGSE, c'est-à-dire le service l'espionnage français, il n'était pas au niveau pour avoir et pour donner des éléments satisfaisants et convaincants pour que, sur quoi le gouvernement peut faire quelque chose. Donc il y avait quelque chose qui était à côté de la plaque. On aurait aimé savoir des choses plus précises, hein, bien que, et encore meilleur quand la science est publique, que ça ne reste pas entre eux. Parce que quand entre députés, il faut toujours comprendre qu'il y a des tractations. Par exemple, aux États-Unis, le vote qu'il avait obtenu d'une commission du Congrès, 10 pour et 7 contre, enfin un chiffre qui tourne autour de ça, eh bien, en lisant encore la presse, on s'aperçoit que ces sénateurs, ils avaient touché des pognons, ils touché de l'argent. Voilà. Alors, plus tu votes pour, plus tu as de l'argent. C'est-à-dire, ce sont des lobbies, des armes, ce sont des lobbies, ça peut être des lobbies juifs pour essayer de protéger Israël, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il n'y a pas mieux dans une démocratie, la transparence, et la transparence implique la télévision, que tout le monde regarde ce qui se passe. Alors, on parlait bien sûr de ce gaz moutarde, hein, le gaz de sarin. Et là, moi j'ai essayé de voir un petit peu sur Wikipédia, un petit peu et puis d'autres, on voit que la composition du sarin et la composition du gaz moutarde, parce que je reviendrai bien sûr à la lettre du grand combattant Rifin qui avait demandé la première république du Rif, et c'était le deuxième après 3 siècles, qui avait été, parce que la première république a été demandée au Maroc par les Andalous qui sont descendus au Maroc en 1630. Et ils avaient même constitué, je crois, une première république ici à Rabat. D'accord? Je dis ici à Rabat, vous avez su. D'accord? Et ensuite, avec le RIF, c'était en 1921. Ça a été avec et nous, on demande pour Liban actuellement, c'est-à-dire une première république, ni plus ni moins. Et là, je vous disais que le sarin, ça a été, dans sa composition de formule, ça fait le C4H10 avec FO2P, c'est-à-dire le fer, l'oxygène et le phosphore. Et on voit qu'avec une composition de masse molaire, en pourcentage à 34%, 7%, ainsi de suite, qui est différent du gaz moutarde qui a été utilisé dans le RIF. Et le RIF, ça a été utilisé aussi avec le C4, hein, la formule brute, mais avec juste un H8 et un Cl2, du chlore 2 et le soufre. Voilà. Avec la composition toujours du carbone ici juste à 30, H, donc était un peu plus lourd. Voilà. Et alors que le sarin d'aujourd'hui, qui est la même, c'est-à-dire qu'ils ont le même effet, est une substance, comme on parle ici, indore, incolore et volatile, alors que le moutarde, c'est la même chose, mais il a plus d'impact. Alors que l'autre aussi, il a plus d'impact, le sarin, mais à l'époque du gaz moutarde, et l'apparition ou si vous voulez, la solubilité, c'est de 684 mg par litre, dans l'eau à 25 degrés, et l'autre, sa solubilité, dans l'eau, il est complète. Donc, c'est-à-dire, c'est une amélioration tellement énorme du gaz moutarde au sarin. Déjà, ceux qui ont été touchés par le gaz moutarde en 14, et en 17 à Hypérite, dans une ville belge, il y avait des répercussions et qui sont
et qui sont rentrés même au niveau génétique, hein, si vous voulez, c'est-à-dire ça a donné un sens un peu, je ne sais pas, héréditaire ou non, par rapport, c'est-à-dire aux petits-enfants de ceux qui avaient vécu ce cauchemar. Le sarin, c'est encore la même chose, c'est encore plus développé. C'est comme si on parle de la bombe H de Nagasaki et Hiroshima, eh bien, ce qui existe actuellement au niveau du nucléaire, c'est encore 10, 100 fois encore plus de ce qui avait existé à l'époque. Si vous voulez, à cette échelle où tout se fait, c'est-à-dire ces répercussions sont, sont, sans état d'âme chez les pauvres citoyens. Ça, c'est d'une part. Alors, il a été utilisé, le gaz moutarde, dans le riz. Dans le riz, ça a été utilisé en 1922. Hein, d'où la lettre ouverte de Mohamed Ben Abdelkrim El-Khattabi. Voilà, c'est le grand résistant, El-Khattabi, chef des grandes. Alors, il a adressé une lettre ouverte à la Société des Nations, c'est-à-dire celle d'avant l'ONU. Aujourd'hui, on connaît l'ONU, mais avant l'ONU, il y avait la Société des Nations. Et donc, à son époque, il y avait la Société des Nations. Alors, pour dire quand même qu'il était au niveau, il savait qu'est-ce que c'est que le monde, comment il tournait, et il avait fait le nécessaire. Il avait fait le nécessaire. Et là, cette lettre, il parle... il parlait إذا النور نزير طالع c'est Kulthum. C'est Nour, c'est le... On parle du nucléaire, on parle, mais ça, sa lettre, il dit le lecteur trouvera une traduction, voilà, c'est une traduction ici intégrale de ce qu'il avait envoyé. Il l'avait envoyé à la Société des Nations à Genève le 6 septembre 1922. Et alors il parle aux nations civilisées. Voilà ce qu'il dit. Nous avons déjà adressé des communications aux ambassadeurs de certaines puissances à Tanger, parce que Tanger était pratiquement là où il y avait toutes les ambassades. Hein. Et puis Tanger était une ville internationale, puisque c'est connu depuis ce temps, et près de l'Europe, et ainsi de suite, en leur exprimant nos griefs à l'égard de l'Espagne. Alors j'ajouterais, bien sûr, il n'y avait pas que l'Espagne, il y avait aussi la France, entre Lyautey, le général Lyautey à l'époque était encore un général, parce que c'est en 1933 qu'il avait obtenu son bâton du maréchal, et le maréchal Pétain. Parce que c'est le maréchal Pétain qui va destituer le Lyautey pour prendre sa place, parce qu'il y avait ce litige qui était le gaz moutarde. Et Lyautey, apparemment, on parle qu'il avait fait au niveau de Fès, mais il y avait quelque chose aussi, ils avaient fait au niveau du Rif. Bon, alors je continue sur la question, sur la lettre. En leur exprimant le grief à l'égard de l'Espagne, et nous ignorons si notre correspondance vous est parvenue. Parce qu'ils savent très bien que la question de Bergeg était toujours là, et c'est un élément, et le Bergeg, bien sûr, est venu du Palais Royal, et le Palais Royal, c'était un ensemble de juifs qui sont toujours des juifs qui dirigeaient ce palais, et donc ils savaient à qui s'adresser, et donc ils voulaient avoir des restrictions. Seulement la lettre est arrivée malgré eux, et nous sommes en 2013. Voilà. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire l'heure. Il est 8h05 et nous sommes le 7 septembre 2013. Alors lui, il l'avait envoyé le 6 septembre 1922. Donc à peu près jour pour jour, à un jour près. Aujourd'hui, nous faisons, alors il continue, il dit, aujourd'hui nous faisons appel encore une fois à vos sentiments humanitaires
et nous vous demandons d'agir pour le bien-être de l'humanité entière, indépendamment de toute religion ou de toute croyance. Il est temps que l'Europe, qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation et d'élever l'humanité, fasse passer ces nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. Il est temps qu'elle se dresse pour défendre les humiliés contre les agresseurs et qu'elle défende face aux puissants les droits des faibles, que leur sens traditionnel de la dignité ne peut mener sans apport de secours extérieur qu'à une seule fin, l'autodestruction. Alors ici, bien entendu, il fait un petit peu semblant de ne pas connaître ce que c'est que le colonialisme. Le colonialisme, c'est déjà cette injustice, hein, c'est-à-dire, il est déjà injuste, le colonialisme. Alors les Espagnols croient que l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le Rif, mais les Rifins demandent, est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes interdites, c'est-à-dire ils parlent des armes chimiques, est-ce qu'elle consiste à s'ingérer dans la région d'autrui ou à usurper ses droits? Alors vous savez très bien à quoi ils pensent, c'est ce que pense tout le monde, c'est-à-dire quand les rois d'Akhalou Qaryatan fa'adallu a'izza'a, voilà ce qu'il fait. Et cette phrase, il vient directement de la méthode juive. Toujours, c'est adil, il faut adiller a'izza, il faut adiller ces hommes, il faut le chewing, c'est-à-dire chouhnas. Ça fait partie de psychopathes juifs. Alors on peut constater à l'heure actuelle que nous avons besoin de quelqu'un qui nous protège contre l'agression de ce pouvoir, etc. Le soulèvement du Rif est le résultat de l'oppression et des abus de pouvoir par des jeunes Espagnols placés ici à des postes de commande. Alors, il n'y en a pas que ça, mais il y en a d'autres. Ils ont autorité même sur les grands docteurs musulmans, les fonctionnaires civils et les troupes indigènes. C'est des situations. Alors ensuite, il continue. Le Rif a mené une existence libre et ses hommes sont sacrifiés actuellement dans la défense de leur liberté. Le Rif ne s'oppose pas à la civilisation moderne et n'est pas non plus opposé au projet de réforme ni aux échanges commerciaux. Le Rif aspire à l'établissement d'un gouvernement local, c'est-à-dire une première république de Rif. Et Thor qui a dit qu'il était en accord avec le pouvoir en place d'ici. Non, il était en désaccord complet avec le pouvoir en place. D'ailleurs, il était en Égypte. Il n'avait jamais voulu rentrer au Maroc. Il savait que ce que c'est que le Bergeg ici, il savait que ce que c'est, comment ils vont le rendre à la vie encore plus difficile qu'il était auparavant. Et donc l'Égypte était le seul endroit à l'époque de Nasser où il pourrait trouver un petit peu de calme. Et là, il continuerait parce que lui, il est venu dans le 1921, donc juste après la révolution bolchevique en Russie, et il dit que mais le Rif ne veut pas les rênes du pouvoir soient aux mains d'hommes qui reçoivent de l'or étranger en paiement de leur autorité, de leur patriotisme. C'est-à-dire référence à ce bateau d'or qui est envoyé par les Juifs aux révolutionnaires bolcheviques pour leur révolution. Et il savait que, bien sûr, il continuerait sur le même élan, qu'il n'y a que les intérêts qui priment, et ces intérêts, lui, il n'en avait pas, qu'il avait parfaitement raison. Et bien sûr, à la fin, il va dire, est-ce que l'Europe trouve dans ce souhait quoi que ce soit de nuisible à ses intérêts ou à une atteinte aux droits de ses communautés? Y a-t-il quelques préjugés raciaux ou nationaux qui l'obligent à fermer les portes de ces cercles politiques à ceux qui souffrent sous le joug espagnol? Donc, ici, il se limite aux Espagnols, mais il ne faut pas oublier que les Espagnols étaient aidés par les Français en 1925 et que la première intégration, alors ensuite bien sûr il termine, voici les doléances que nous adressons ouvertement aux nations civilisées de l'Europe, que la paix soit sur vous. Voilà, d'apaiser la digression et la colère du Rif. Voilà. Et signé et la réalité signée déjà en 1919 l'interdiction des armes chimiques.
Et en 1925, donc lui, il avait envoyé le 6 septembre 1922, donc pratiquement, comme je vous l'ai dit, jour pour jour. Hein, 70, 92, 90 ans plus tard, exactement. Jour pour jour. Nous sommes le 7 et lui, il avait envoyé le 6. Et en 1925, le 17 juin 1925, le protocole a été signé et il a été ratifié. Et la ratification suivait tout de suite par la France le 9 mai 1926 et ensuite par la Turquie en 1929, par l'Égypte d'abord. Il faut savoir que l'Égypte était aussi omniprésente à l'époque, en 6 décembre 1928. Voilà. Et il a été signé par Ahmed El Kadri. C'était, je ne sais pas qui, dans le gouvernement de l'époque. Et l'Allemagne, ça a été signé en 1929. D'ailleurs, il faut se dire que cela est venu de là. Et par l'Espagne, et je crois que c'était en 1929. Voilà. Mais ça a été, le protocole a été fait en 1925 et les bombardements continuaient avec un rythme, il paraît, de 1800 bombes par jour. Et chaque bombe contenait, je ne sais pas, des kilos. Je les notais quelque part. Et sur le riz, c'est-à-dire Ajdir, Imzour, Al-Houssima, Al-Nadour, voilà, dans la région du Nord. Et ces gens demandaient toujours c'est-à-dire leurs indemnités, c'est-à-dire les dommages qui étaient causés par les grands-parents, c'est-à-dire par les gouvernements de l'époque, espagnols et français, de donner un dédommagement aux petits-enfants et aux familles de ces pauvres paysans qui étaient touchés, et dont les souks, et dont les rivières, et même les eaux étaient, bien sûr, par le gaz sarin, étaient polluées, mais vraiment à l'extrême. Et je ne sais pas s'il existe encore des traces. Quoique les traces ont été trouvées par deux journalistes, je crois, britanniques en 1990. Mais enfin, ils avaient fait des choses. Et que le gouvernement français et espagnol devraient acquitter de leurs dettes. Bien sûr, quand je parle ça me fait penser, bien sûr, au gouvernement français qui ne donne rien, c'est-à-dire pour les anciens combattants, par exemple, de l'armée française, qui avaient assisté l'arme à la main à la chute de Dien Bien Phu, et bien ces gens-là qui n'avaient pas toujours ni pension, encore moins si c'était femme, mais à l'accès à la nationalité française, parce que ça c'est un droit à eux. Et la France d'aujourd'hui, comme ça a été d'hier avec Nicolas Sarkozy, ce débile, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont, ou avec ce pingouin, bon, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui essaient de se cacher derrière leur petit pouce. Et ça n'a pas de sens. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ces gens, ils avaient fait la guerre chez vous. Bon, ben, il faut et d'autant plus qu'ils étaient dans le champ de guerre. C'était pas de n'importe qui. Et il fallait leur donner leur nationalité française. Alors, mon sujet, c'était une parenthèse, mais mon sujet pour aujourd'hui, c'est le gaz moutarde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées, je crois, à plusieurs instances, et en particulier à l'ONU, demandant tawidat, c'est-à-dire des dédommagements à ce peuple de Rif qui a vraiment tellement souffert. Alors, on parlait bien sûr de ça, mais il paraît que le gaz moutarde, il a utilisé aussi dans d'autres circonstances. Bien sûr, ça c'est... je ne sais pas où vous l'avez fait. Il parlait que même... ça a été fait avec Hassan II, qu'il avait utilisé les gaz
napalm. Donc, c'est la presse qui parle, on essaie de transférer, je suppose. Voilà, l'Espagne et la France ont été aspergées de gaz moutarde, les souks et les villages de Rif. L'Espagne a utilisé les armes chimiques pour se venger du désastre d'Anoual. Ils combattaient à la fois et l'Espagne et la France, et l'autre, Hassan II a largué des bombes du napalm dans les villages rifins. Voilà. Et l'État marocain, bien sûr, ne peut rien faire, puisque le pouvoir est toujours le même et personne ne peut rien faire. Voilà, ça c'est d'où la première République marocaine, où il y a beaucoup de vérités qui devraient faire jour. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne le gaz sarin qui a été utilisé en Syrie, oui, je veux bien, c'est-à-dire parce que d'ailleurs, personne ne nie l'existence de ce gaz sarin employé, utilisé dans ce pseudo-conflit ethnique, une guerre civile, une sorte de guerre civile en Syrie. Ni le gouvernement de Bachar al-Assad ne nie, donc ils savent qu'il a été utilisé, donc ça c'est un point, ni les instances internationales, hein, où déjà des laboratoires en Colombie avaient fait l'analyse des échantillons prélevés par les gens de l'ONU et ont constaté l'existence effectivement du gaz sarin utilisé en Syrie. Maintenant, la question qui se pose pour toute attaquer la Syrie, c'est qui a utilisé le gaz sarin? Est-ce l'opposition ou est-ce le pouvoir en place? Alors, si le pouvoir en place, il y va de soi les frappes de correction ou quoi que ce soit, ça, il faut bien se rendre à la réalité, parce que le démantèlement des armes, ça fait partie aussi des armes chimiques. Hein. Si les réserves du monde entier contiennent encore des armes chimiques, je crois qu'on n'a rien fait. Hein. Même si vous faites le quoi que ce soit, les États-Unis, ils en possèdent, les Russes, ils en possèdent, et donc finalement, si ces deux-là possèdent, pourquoi pas le reste du monde n'en possède pas? Et puis d'autant plus, comme je vous ai dit, les formules ne sont pas tellement compliquées à les comprendre, à constituer, à construire et à fabriquer ces armes mortelles. Voilà. Et ce sont bien sûr des crimes contre l'humanité. Mais les crimes contre l'humanité, ce n'est pas ces gaz, mais ceux qui fabriquent ces gaz, ceux qui osent arriver à ce point-là. Donc si le gouvernement est en mesure de faire d'utiliser ces armes, c'est qu'il est dans un état de désespoir. Mais il semble que dans le pouvoir en place, c'est-à-dire de Bachar al-Assad, il existe au moins une sorte de top. Peut-être c'est Chara, peut-être je ne sais pas. En tout cas, ça a été dit par Kerry. Est-ce que peut-être pour diviser un petit peu ce pouvoir qui apparaît comme une clique, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit d'une simple diversion, on ne sait pas. Mais donc, dans ce cas de figure, l'officier ou le soldat qui avait utilisé ces armes chimiques, est-ce qu'il avait l'ordre du pouvoir en place? Or, l'ordre du pouvoir en place, on sait, ce n'est pas lui qui dirige les opérations militaires sur le terrain. Les opérations militaires sont dirigées par un état-major. Un état-major où il n'y a que l'armée. Hein. Il y a les généraux, donc peut-être il y a des conseillers qui sont d'ordre civil, d'accord, mais c'est l'état-major. Le Bachar al-Assad, il n'est pas dans ce temps. Il paraît qu'il n'est pas
dans ce cycle. Peut-être son frère, oui, qui n'arrête pas de tuer les autres, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on parle. Ça peut être. Mais la top existe. Et c'est à partir de cette top qu'ils savent qui dit quoi et qui fait quoi. Et où ils peuvent influencer de quiconque, celui qui est sur le terrain, pour utiliser le gaz à sarin. Donc l'ordre a été dicté. A été dicté par qui? Par un officier de l'état-major, ou par quelqu'un juste sur le terrain qui l'a fait sur le champ. Et ensuite ils se sont rendus compte et il faut un peu brasser les cartes et laisser de détruire un petit peu les traces. Mais ça reste un phénomène qui reste encore lié. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas négliger de l'analyse l'espace du psychopathe de juifs d'Israël. Là, ils sont là parce que aussi ils défendent leur existence. Admettons qu'il existe. Et moi, personnellement, j'en ai deux visions de la chose. J'ai la première, dire, bon, d'accord, pourquoi utiliser le mal pour le mal, quoique parfois il est intéressant. Donc, pourquoi attaquer? Ça ne sert à rien d'attaquer. Encore faut-il attaquer quoi attaquer? Si les cibles sont, si les questions sont ciblées, alors quelles sont ces cibles? Donc, il y a un certain nombre de points qu'il faut distinguer. Donc, le deuxième point, ça me fait dire que, oui, l'attaque est intéressante, parce que ça permettrait de faire exploser ce baril de poudre qui est dans les 22 pays arabes, c'est-à-dire, lui, il est situé pas seulement en Syrie, mais il est aussi situé au Maroc, il est aussi situé aussi en Algérie, hein, en Mauritanie, en Tunisie, en Égypte, en Libye, hein, au Soudan, au Yémen, à l'Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il faut bien que la Syrie réponde. Si la Syrie ne répond pas, nous rentrons dans une autre phase, c'est-à-dire la phase psychologique qui consiste à suivre les éléments et à subir. Si aujourd'hui, paraît-il, parce qu'on entend un petit peu la presse dire ce qu'ils veulent dire, c'est que Assad ne devrait pas répondre, il faut qu'il laisse pisser. Bon, mais ça, ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Mais lui, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Mais moi, à mon avis, non. Parce que vous rentrez dans cette phase, vous ne sortez pas. Ici, par exemple, quand j'étais là, par exemple, moi, j'essaierai un petit peu de se projeter à un ordre 1, pas l'ordre État, et il existe ici le gars qui, par exemple, il est berbère. Vous le voyez, vous le savez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si vous dites, bon maintenant, si je fais le quoi que ce soit, tout le monde va dire parce que vous êtes plus important que lui, parce que lui c'est un immigré de l'intérieur, parce que lui il est ici. Bon, alors il faut le laisser faire. Bon, Khudu ala aqlo, bon, d'accord. Bon. Seulement, ce qui existe, c'est que les autres, ils ne travaillent pas de leur cerveau. Ils sont manipulés derrière. Et donc, il y a d'autres personnes. Et donc, si aujourd'hui vous ne faites rien, eh bien demain il va faire autre chose. Et les autres ils vont faire autre chose. Et donc ils développent toute une série de travaux, hein, c'est-à-dire de travaux d'un ordre psychologique. Et finalement la victime incorpore un système de manque de force, de manque de frappe, de manque de quelque chose. Et la personne, bien sûr, il est un peu traumatisé dans son état d'esprit. Et là, on est dans un autre espace qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, attention, il ne faut pas rester dans ça. Dès que vous avez la possibilité que, pour Bachar al-Assad, dès qu'il a la possibilité de frappe, il faut qu'il remette la frappe. Et avec cette frappe, il y va de soi que, selon les... vous prenez, je ne sais pas moi, Kasparov ou je ne sais pas qui,
vous dites ça, ben, il va vous dire automatiquement c'est Israël, il faut attaquer. Ça, c'est l'automatique. Puisque les autres, ils vous attaquent. Et vous ne pouvez pas répondre, il va de soi. Parce que chacun est loin de vous de 3000 km, 7000 km et 30 000 km, je ne sais pas, que les États-Unis par exemple, ou autre chose. Donc qu'est-ce que vous allez être? Vous n'allez pas frapper les bras armés. Parce que ça vient d'ailleurs. Vous avez Israël qui vous fout la merde tout le temps. Et d'ailleurs, eux, ils sont déjà préparés sur la scène et ils ont déjà commencé à distribuer les casques et ils sont déjà dans le bunker parce que c'est leur état d'esprit qui est comme ça. Ils ne veulent pas de paix et ils veulent rester ainsi. Alors ils sont victimes de leur lobby, ils sont victimes de leur pouvoir politique, s'ils existent, ou de la mafia. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, pour en tout cas, pas de revenir ici au Maroc. Hein. Ça, il vaut mieux. Hein, parce qu'ils ont bien acheté tout le dessus du Maroc, c'est-à-dire de Marrakech vers Agadir, les fermes, les maisons, la même tactique qu'ils avaient fait en 1948 et avant 1948 au Palestine, ils sont en train de le faire aussi au Maroc. Hein, donc c'est pas la peine. Dès la première République marocaine, eh bien, chacun chez soi. Hein. Non, le pays n'est pas dans un état démocratique. Le pays au Maroc n'est pas encore libre de ses pensées, libre de ses gens. Les gens, ils sont encore des esclaves, encore du robotisme, encore ils n'ont pas de quoi manger, de quoi boire. Donc ils ne peuvent pas penser, ils n'ont pas cette attitude de voir le bon du mauvais. Pour eux, c'est exactement ce qu'ils disent les Syriens qui sont soignés en Israël, qui n'ont pas de problème avec les Israéliens. Mais parce qu'ils n'ont pas de problème. C'est parce qu'ils sont dans un état tout à fait à côté de la plaque. Et parce que, c'est vrai, leur système nous a fait montrer tout ce qui est de mauvais, comme ici. Mais une fois que la démocratie s'installe, je crois que les gens ils seront en mesure de distinguer le bon du mauvais. Mais d'ici là, peut-être... si les juifs, psychopathes des juifs, ils ont un peu d'intelligence, eh ben, ils n'avaient qu'à immigrer plutôt le Maroc qu'ils vont prendre le désert de Namibie. Là aussi, Moïse est passé par-dessus. Ça ira mieux. Et puis, il y a de l'espace, et puis les gens, ils s'en foutaient complètement là-bas, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui travaille cet espace, mais pas dans l'espace où il y avait déjà tout un peuple et un peuple. Il y a du musulman qui n'ont rien à voir avec cet état d'esprit des Juifs. Alors, je vous disais que s'il répondait, il devrait répondre sur Israël. Donc, il ne devrait pas suivre d'où ça vient le missile pour attaquer. Et ça peut être cette phrase d'attaquer les missiles, d'où ça vient, des navires, des quoi que ce soit, bon, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est l'attaque d'Israël. Quand vous attaquez là, c'est-à-dire ce qu'il disait Hassan Nasrallah, Ma wara'a wara'a Haïfa, maintenant il parle même de Jénine, c'est-à-dire pas Jénine, mais Jénine, c'est-à-dire à l'intérieur de Jérusalem, je crois que je crois que c'est là où il y a la frappe. C'est là où ce bruit nuisible, d'où ça vient? Ça vient de là. Ces gens-là ne veulent ni paix et ils ne veulent pas de s'intégrer dans une société où tout l'entourage est arabe et musulman par-dessus le marché. Bon, il y a des chrétiens, bien sûr, je ne dis pas du général Aoun, bon, enfin, mais disons que tout l'entourage est hostile à cet espace, du moment que cet espace juif porte atteinte à ces gens-là. Voilà. Donc, la frappe est intéressante si Assad fera quelque chose. Si Assad est en mesure ou son équipe militaire, en mesure d'attaquer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a encore deux autres frontières, et la Turquie et la Jordanie. Ces deux frontières, la Turquie, il y a carrément des militaires, c'est-à-dire intervention militaire, et donc peut avoir une intervention terrestre, mais de l'autre côté de la Jordanie, il y a des commandos, d'accord? Donc il y a des gens qui peuvent avoir d'autres
d'autres états de nuisibilité. Alors dans les deux, ça se réunit sur Israël. Voilà. Donc il me paraît important de le comprendre. Ça, on est toujours. Et donc il faut comprendre que cet état de frappe de la Syrie peuvent engendrer j'allais dire des tournures et qui ne sont pas Hubert Védrine parlait hier sur France Culture des conséquences et je dirais même qui sont imprévisibles parce que du moment que la question politique n'est pas rédigée, n'est pas résolue, personne ne peut comprendre que ce que c'est que cette solution politique, si j'ose dire, parce que est-ce les Syriens qui sont en mesure de mener cette discussion ou est-ce que ce sont les pays qui arment l'opposition qui sont en mesure de faire le quoi que ce soit? Donc je crois que l'initiative, ça peut venir que des deux, bien sûr, mais cela peut supposer un troisième personnage, hein, c'est-à-dire il faut bien un troisième élément. Ce troisième élément, ça peut être les Russes qui connaissent bien aussi l'opposition que le régime, et là ils peuvent avoir un effet de levier. Mais s'il n'existe pas cette volonté, eh bien la guerre civile il y est déjà en série. Cette même guerre civile qui est en train de faire jour aussi en Égypte et qui va faire le tour du monde arabe. Ça, il ne faut pas se leurrer. Si les gens dans d'autres pays, par exemple au Maroc, ils essaient de camoufler ou de calmer ou de quoi que ce soit, ça ne peut pas y aller. Ça, c'est un mouvement populaire, et qui demande les gens qui demandent leurs droits, qui demandent leur jus, qui demandent leur dû. Parce que, et puis la démographie, encore une fois, ça ne fait qu'augmenter, vous ne pouvez pas arrêter ce monde. Impossible. Il faut un État politique qui soit viable, qui permette l'accès et à l'économie et aux choses sociétales et ainsi de suite. Donc, en dehors de cet acte, on ne pourrait pas sortir de cet endroit. Ça m'a fait penser aussi à ce genre j'avais lu il y a une fois, sur les 33 théories du complot qui s'est avéré être vraies, ce que chaque personne devrait savoir. C'est-à-dire, c'était un document que je l'avais attiré sur Internet, et il parlait que même aux États-Unis, pourquoi je dis le complot? Parce que les pouvoirs qui sont tellement viciés, il faut bien qu'ils lâchent, ou s'ils ne lâchent pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait bouger les grandes lignes. Les frappes, par exemple, font bouger les grandes lignes. Je ne suis pas d'accord parce que ça ne ferait que empirer les choses. À moins s'ils vont frapper dans le désert, il n'y a pas de problème. Hein. Et supposons que ce désert, là où supposons qu'il y avait les armes chimiques. Mais les armes chimiques, il faut qu'il aille plus loin qu'une simple discussion de cet ordre. La discussion devrait être plus approfondie, et d'abord avec les grands, parce que les petits, s'il y a un pouvoir plus intense, les petits ne peuvent pas aller plus loin. Et il va de soi, dans une démocratie, on veut la vie, on veut une transparence, on veut une amélioration de la société, et on ne veut pas la détruire. Donc, du moment qu'on ne veut pas la détruire, il y va de soi qu'on cherche quelque chose qui est dans l'ordre de l'élimination de toutes ces armes chimiques. Alors, le complot, comme je l'ai dit, ici, il parlait dans cet article qui était tellement long,
On parlait le complot, par exemple, d'affaires en 1933, un groupe d'hommes d'affaires fortunés qui aurait, par ici des États-Unis, qui aurait inclus les chefs de Chase Bank, GM, Goodyear, Standard Oil, la famille Dupont et le sénateur Prescott Bush, a tenté de recruter Marine Corps Major General Smedley Butler pour mener un coup d'État militaire contre le président qui est élu démocratiquement, c'est-à-dire Roosevelt, FDR, et installer une dictature fasciste aux États-Unis. Et il parle aussi Prescott Bush qui a engendré un président américain et un autre président. Voilà. Donc c'était fait en 1933, 1934, et ainsi de suite. C'est-à-dire ce monde du complot, il n'est pas lié tout simplement au tiers-monde. Il est lié un peu partout dans le monde, y compris pour les pays qu'on parle de la démocratie. Encore faut-il savoir que ni la Russie ni les États-Unis ne sont totalement démocratiques. Et la Russie, il a la Tchétchénie, hein, il a des musulmans tchétchènes, il a d'autres problèmes de cette nature. Les Chinois, ils ont les musulmans chinois là-dedans. Et donc, et les États-Unis, eh bien, ils ont par exemple, ne serait-ce que Guantanamo. Guantanamo, le président Obama, quand il est venu, ses ordres n'étaient pas exécutés, et pourtant il avait signé avec aussi les quatre plumes, les quatre stylos, comme il a fait le général MacArthur sur le navire pour la capturation du Japon. Mais malgré ça, les ordres n'ont pas été exécutés. Voilà. Et donc les gens du Guantanamo, ils sont toujours au Guantanamo. À quoi bon, on se demande. Lui-même, il ne pouvait rien parce qu'il est un président soit, mais il n'est pas seul, il n'a pas les mains libres. Et puis d'autant plus, si ça me fait penser à cette frappe, et s'il peut exister, ça peut faire la signification, enfin dire le monde des signes, si on veut. Le 11 septembre, le 9/11, ça peut être un bon jour pour faire une frappe sur la Syrie, comme ça, pour calmer un petit peu la société américaine. Regardez votre président, votre Maison Blanche, s'occupe toujours de ces méchants, et il va les frapper chez eux. Voyez, d'accord, ça fait un peu calmer un peu les esprits un peu égrenés, voilà. Et puis il y a aussi le vendredi 13. Ce vendredi, c'est un vendredi 13, je crois, oui. Nous sommes 7, 8, 9 lundi. C'est le vendredi 13. Oui, ça aussi, c'est un jeu. Alors, les interventions de participants, il y en a, mais ceux qui sont sur leur pied d'armes, c'est-à-dire ceux qui savent qu'ils n'ont rien à gratter, ils sont vraiment dans l'état de désespoir. Il y a la Turquie. Oui, il y a la Turquie. La Turquie. Alors, il ne faut pas oublier aussi que l'Irak est dans une situation aussi précaire. Et les gens ont encore toujours ce putain de Fasl Seder, est-ce qu'on peut l'appliquer, est-ce qu'il n'est pas applicable, est-ce que ils ne sont pas encore dans un état parfaitement démocratique. D'ailleurs, la Syrie, s'ils tendent encore plus, ils vont aussi créer leur zone verte comme en Irak, la zone verte, là où il n'y a que les Malikis, le Premier ministre, les ministres et les gens influents. C'est-à-dire le Parlement ne discute même pas de la situation de la Syrie. Alors on se demande quelles sont les intentions premières de l'Irak, qu'est-ce qu'il va faire, et aussi de la Jordanie. Donc c'est un monde qui est vraiment en ébullition. Alors ici, Ria Novosti, il parlait de les interventions, on parle de tant de navires qui sont américains, britanniques, français et turcs, et puis bien sûr des avions qui sont dans toutes les bases. Bon, la Turquie et la Russie
à sa base à Tartous, c'est-à-dire en Syrie. Donc il a accès libre et ils peuvent faire quelque chose dans ce sens. Mais encore une fois, est-ce que Poutine aura ce temps libre d'intercepter les autres missiles? Parce qu'apparemment ce sont des missiles. C'est pas autre chose. C'est-à-dire 14, autant que 1914 étaient les armes et les fusils. Aujourd'hui, ce sont plutôt les fusils. C'est tout. Après quoi, on va passer au robotisme. Et ce sont les robots qui vont faire les guerres pour les hommes. Bien sûr, ici, quand on voit tout cela, on est un peu inquiet de se demander que peut faire l'Europe. C'est-à-dire où se trouve cette défense, ou cette putain de défense européenne. L'Europe, il est un peu oublié. Ils avaient fait à Vilnius le 5 septembre, avec une allocution prononcée par Catherine Ashton. Eh bien, ils sont en train de se demander, il est en train de prier que les chefs d'État et de gouvernement donnent un coup de pouce à cette défense européenne. Et bien sûr, il va dire que ces Européens étaient utiles. On parle, voilà, j'extrais, il dit, on parle de nombreuses fois dans la Corne de l'Afrique, où l'on voit le piratage a baissé de 93% et directement comme le résultat de nos efforts militaires. Bon, ça c'est un peu exagéré parce que s'il descend à 93%, c'est pas parce que vous êtes là-bas. Il y a autre chose qui interviennent et au niveau de l'état de la Somalie et puis autres géopolitiques de la région que cela ne fait pas partie de ce sujet que je suis en train de traiter. Et il parle du budget. Alors, il dit notamment comment pouvons-nous utiliser efficacement les 200 milliards d'euros que nous dépensons chaque année sur la défense. La somme elle est quand même énorme, hein, 200 milliards. Alors vous savez ce que c'est 200 milliards? Et ils n'ont pas encore une position commune. La position commune, et ils ne pourront jamais avoir cette position commune, car les valeurs qui sont les mêmes pratiquement, la démocratie, le bien-être et la transparence et de suite, est à la fois interprétée dans 27 langues, 27 interprétations. Si vous prenez la Hongrie, eh bien, les nouveaux lois qui ont été faites par Orban, je ne sais pas comment il s'appelle le Premier ministre d'Hongrie, eh bien, il y avait des choses où on parlait d'une certaine limitation de la presse, le pouvoir des juges, et pourtant, c'est une démocratie. Hein. Il y a Tenaouba Sulta, c'est-à-dire le pouvoir qui circule à la limite. Hein. Et j'ai oublié de vous dire quand même que sur la Ligue arabe, et cela me fait penser quand même un petit mot sur la presse égyptienne, parce que ça m'a pris un petit peu un effet de voir que la Ligue arabe, qui ne sert plus à rien, cette Ligue arabe, parce qu'ils ont une autre tendance du mouvement. Il faut qu'ils se refassent encore une fois. Ils n'ont aucune existence, si vous voulez, cette existence de l'ordre parfaitement tout à revoir, tout à reconstruire. Il parlait que 18 pays de cette ligue sont pour la frappe. D'abord, qui sont les 18? Et les 18 ne sont pas encore dans un état démocratique. Tout ce monde encore, le printemps arabe n'est pas encore terminé. Il a débuté, il faut encore qu'il continue.
Sinon, on est dans un état encore standard. Et de ce fait-là, on est obligé d'avoir un autre mouvement. Bon, ben, je dirais à ma montre, il est 8h51. Et on peut résumer la situation comme ça. On laissera pour les autres fois parler un petit peu plus. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas une intervention contre quiconque, mais pour dire que la presse égyptienne est dans l'impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect de la déontologie journalistique. L'autre fois, quand j'ai parlé de Qaïra Ounas, et je me suis trompé sur le nom, c'est pas Zinab, il s'appelle Dina Farouk. Il s'appelle Dina Farouk, bien sûr. Mais là, avec. Comment il s'appelle déjà Safa Higazi de Masria, de Oula, eh bien, on sent que c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais ils voyaient qu'il y a une injustice. Et à côté d'elle, il y a le Brgeg, le Baltagui. C'est lui qui était en train de donner son reportage, d'enregistrer son reportage, et lui, il était là à l'aiguiller. Regardez, il est là, la caméra, avec la montre, hein, et puis il contrôle ce qu'il est en train de dire. Donc ils n'avaient pas le droit. Et même je crois qu'ils interviennent même dans le mariage de ses filles, c'est-à-dire ils interviennent dans leur vie privée. Hein. Moi j'aimerais bien me marier avec une, mais on est bloqué par ce genre de camps qui font de ces Égyptiens des marionnettes, des simples marionnettes. Parler de marionnettes, il y a un document qui est sorti ces derniers temps sur l'Allemagne, c'est-à-dire qui a été signé le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vers je crois, juin 1945, où on parle de l'or qui a été sous contrôle des Alliés. Et on parle que la chancelière, comme tous les chanceliers, sont des simples marionnettes. Je ne crois pas parce que, même si nous supposons que le document est vrai, bon, soit, il n'est pas pour autant que les chanceliers, la chancelière qui a, il me paraît une chance forte d'avoir ces élections, vu sa position, vu son rythme, il est parfaitement adapté au milieu. Hein, Merkel, je crois qu'il est en mesure de faire quelque chose, de faire un tabac peut-être. Mais de discuter et de renégocier ces traités, je crois qu'il est à la disposition des chancelleries, hein, toutes les chancelleries allemandes, de le faire et de le refaire si ce document, encore une fois, est vrai. Ils peuvent le faire parce qu'il est lancé à 2100 pour qu'il se libère et que les Alliés lâchent l'Allemagne, le trésor allemand, le trésor d'or. Voilà. Et je crois qu'on a parlé un petit peu de tout. J'espère être honnête. À ma montre, il est 8h54. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au prochain vidéo posting. Je souhaite quand même porter une précision sur ce posting d'aujourd'hui du 7 septembre 2013. Il est 10h43 à ma montre. D'abord, voici les documents, c'est-à-dire nota bêta si vous voulez. Voici les documents que j'ai pu tirer pour vous éclairer un petit peu sur ce posting. La lettre ouverte dans le cas, on peut le trouver sur plusieurs Al-Khattabi aux puissances européennes. C'est-à-dire, on peut le trouver sur le site septamelila.com, je crois, voilà. Et là, voilà. Ça, il y a la lettre complète. Et puis voici le document que je vous ai dit sur l'Allemagne, on parle maintenant souvent. Alors je mets une date rectificative, ce n'est pas 45, mais c'est le 21-05-1949. Alors il parle que l'Allemagne reste sous le règne des Alliés jusqu'en 2100, comme ça.
Voilà, je vais vous le montrer. Ça a été dans un site allemand et il avait reçu beaucoup de lectures. Ça c'est le document. Ensuite, voici le protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxie, c'est-à-dire gaz moutarde, sarin et tous les dérivés qui en découlent. Voici. Le champ du site où on peut le trouver. Et maintenant, je vais dire le nombre de bombes larguées sur le territoire rifin. Ça doit faire c'est 1680 bombes chaque jour, avec 127 chasseurs et bombardiers. Et c'était un général d'aviation qui s'appelait espagnol Ignacio Hidalgo de Cisneros, déclare dans son livre autobiographique et Cambio de Rumbo qu'il est le premier aviateur à avoir lâché une bombe de 100 kg de gaz moutarde en avion Farman F-60 Goliath durant l'été 1924. Voilà. Ça veut dire ça a été en 24, 20 ans plus tard, les Américains vont larguer l'autre bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Et voici une autre précision aussi concernant ce gaz de sarin il a été utilisé par l'URSS, c'est-à-dire l'ex-URSS, l'ex-Union soviétique, contre la révolte Basmachi, 1925 par l'Espagne et la France pendant la guerre du Rif. De toute façon, vous regardez tout ça sur le Wikipédia, vous donnera tout cela et d'autres sites, bien sûr, pour ne pas faire de la publicité, sur un site qui peut mériter comme il ne peut pas mériter, mais enfin, on trouve ça partout sur Internet. Donc. Et ensuite, j'ai voulu aller un petit peu, que j'avais oublié tout à l'heure, c'est un coup de droite, un coup de gauche, c'est-à-dire sur la nationalité française maintenant, le nombre est arrivé, l'objectif de Manuel Valls parle et l'envie de revenir à un rythme annuel de 100 000 naturalisations par an, bien sûr. Hein. Et puis, bien sûr, il part sur les étudiants étrangers, fin d'obligation de tenir ça. Mais ce qui est remarquable, pas un mot sur les anciens combattants de l'armée française qui étaient, par exemple, comme je le signale toujours, à Dien Bien Phu, en Indochine. Voilà, ça c'est... je crois qu'il y a une lacune énorme. J'espère être tranquille, voilà. Trembler par ça, sinon, de toute façon, l'État français manque encore à ses obligations et il n'a pas encore acquitté ses dettes. Je vous ai parlé, voilà, il parle de 100 000, ça veut dire combien? Ça veut dire 1 million. On parle de 100 000, c'est-à-dire par an. Ça veut dire 1 million dans 10 ans. Et la population, il fait plus de 65 millions, va vers 70 millions d'habitants. Alors qu'est-ce que c'est 1 million dans tout cela, hein? Et puis les anciens combattants, ils ne sont pas énormes, hein, qui ont participé à la guerre, hein, je précise bien, parce que c'était leur vie qui était en danger. Et donc ils méritent respect et un droit qui leur revient de plein droit, la naturalisation, au cours de facto, l'accès à la nationalité française. Et puis de toute façon, bien sûr, le sujet de mon posting d'aujourd'hui, c'est sur les armes chimiques. Et ils doivent aussi acquitter
les dédommagements aux Rifins de 1921 à 1927, pendant la première république du Rif, hein, de Abdelkrim Khattabi, c'est un grand résistant, un grand leader, il était démocrate aussi, hein, il faut bien le dire, parce qu'il croyait aussi à la Tanaoub al-Sulta, c'est-à-dire le renouvellement sur le pouvoir, et le pouvoir exécutif ne devrait pas issu du peuple, issu de partis, mouvements, de mouvements politiques, ainsi de suite. Donc déjà, les Rifins, ils devraient avoir un dédommagement sur les gaz largués, les gaz moutarde, et ça, il n'y a rien à dire, hein, sur et maintenant, je souhaite aussi porter une précision concernant, oui, toujours, moi je vois ce que je pense, I believe, je crois que Fabius n'est pas fait pour ce ministre des Affaires étrangères. Il met, c'est la France au mur, hein, il n'y a rien à dire. Je crois que il faut que c'est un conseil, personne n'est obligé de le suivre, que le locataire de l'Élysée, François Hollande, puisse voir un peu du côté de. Je vois toujours Védrine. Védrine, c'est un diplomate, puis un diplomate, il a vécu, il a un sens de responsabilité. Je ne dis pas qu'il est pour ou qu'il est contre, il est équilibré. Voilà. L'autre, il n'est pas, il est sous les ordres du Mossad, il est sous les ordres d'autres organisations, et donc il se plante toujours. C'est quelqu'un qui est intéressé par un pouvoir pour le pouvoir et non pour faire de quoi que ce soit. Abstraction faite sur psychopathe de juif ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un point que j'ai voulu soulever. Alors, aussi, j'ai voulu poser la question qui s'impose, qui est la limite de la démocratie, qu'elle soit restreinte ou absolue. Est-ce que ce sont les intérêts des pays? C'est-à-dire, la démocratie s'arrête quand les intérêts des pays sont en jeu. Voilà. Alors là, il n'y a plus rien à faire. Il faut, je ne sais pas. Ça, c'est une question d'ordre philosophique et d'ordre politique, bien sûr. Comment on peut concevoir et peut conjuguer les deux si on peut? Parce que ça, c'est très important. Voilà. C'est pour ça que le monde arabe voit l'Europe, le monde occidental d'un autre œil. Ils croient que c'est du blabla chez eux, pas de démocratie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, je vais X, Y, déjà. Mais en tout cas, cette question s'impose. La démocratie, restreinte ou absolue, et les intérêts économiques, autre chose, qui sont en jeu. Par exemple, je pense bien sûr à la Russie. On pense à l'article que j'ai vu sur le Strat Risk, je crois, où il parle qu'il existe 2,5 milliards de barils, je crois, dans une mine encore à exploiter en Syrie. Et vu qu'il y a la guerre, et vu qu'il y a un certain nombre de dons, donc personne ne peut exploiter de quoi que ce soit. Et ça, c'est un phénomène qui est un peu regrettant, parce que ça devrait faire quelque chose, et l'opposition devrait penser aussi à servir ce pays. Et donc, vivement, si j'ose dire, ce Genève 2, parce que si on suit la diplomatie, eh bien personne ne veut quoi que ce soit. Personne ne veut même pas cette situation. Voilà, c'est ce qu'il dit qu'il faut. Et donc, voilà. Et donc, ces intérêts-là. La Chine aussi, il a beaucoup d'intérêts. Et donc, ce sont les vétos qui sont exprimés aux Nations Unies, dont plus de 80% de teintes, c'est plutôt d'ordre économique, d'ordre intérêt, qui sont gérés. Dernièrement, suite au vote du Congrès, eh bien, le baril a fait un saut, c'est à 115, je crois, euros le baril. Enfin, ce sont des données économiques qu'on les trouve facilement, et on voit la courbe
qui va crever le plafond parce que c'est la situation politique sur le terrain qui n'est pas encore réglée. Et de ce fait, il faut que ce soit réglé pour qu'on arrive à avoir quelque chose d'important. Qui peut circuler, qui peut tenir route. Oui. Donc la politique est un terrain propice pour toute évolution sur le terrain, en particulier bien sûr l'économie. Donc les intérêts fait jouer aussi des vétos, il fait jouer beaucoup de choses. Mais il faut mettre toujours en esprit, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la méditation, c'est que la situation risque d'empirer et la guerre civile, s'il est déclaré pour du bon, eh bien toutes les sociétés, les entreprises d'armes trouveront un terrain où vendre leurs armes, où vendre leurs produits. Et ce sont des produits de destruction. Et là, c'est parti pour un temps. Alors que l'objectif du printemps arabe, justement, n'est pas de rentrer dans ces mouvements de turbulence. Le peuple déjà a besoin des choses qui sont d'ordre naturel et qui sont d'ordre du quotidien. Si on laisse ça au calendrier grec, eh bien, c'est un autre phénomène. C'est un autre débat. On peut le débattre dans un autre posture. Et là, je veux dire, parce qu'il y en a des gens qui pensent aujourd'hui que l'attaque sur la Syrie est un exemple à montrer aux Iraniens sur leur programme nucléaire. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Oui et non. Mais en tout cas, la coalition syrienne qui est composée et de l'Iran et de Nasrallah, parce qu'il faut tenir compte de la composante de Nasrallah, le Libanais, qui est armé jusqu'aux dents avec des têtes nuques, dont on ne sait pas de quoi ils sont faits, la Russie et la Chine, cette coalition, s'il fonctionne, eh bien, effectivement, nous sommes à la Troisième Guerre mondiale. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si on arrête l'Iran, il y a une distance entre l'Iran et la Syrie. Donc, ceci dit, ça va donner des effets un peu lents dans le temps. Donc, ils vont utiliser, si vous voulez, l'élément sur place qui est Nasrallah. Et là, il y aura de plus en plus d'armes, plus sophistiquées, et le rasage d'Israël, comme ils entendent, c'est l'État palestinien qui devrait avoir raison là-dedans. Bon, bien sûr, on parle, si on prend sur la Palestine, est-ce que les factions sont unies ou ne sont pas unies? C'est aussi un autre débat. Mais en tout cas, il faut comprendre que depuis 1948, je crois que tous les juifs du monde entier savent que s'il n'y a pas une solution politique et sur le champ et avec un État palestinien et tout de suite avec le retour des réfugiés et ainsi de suite, et avec un État, comme son nom l'indique, avec une armée et ainsi de suite, bon, c'est la guerre et le plus fort qui devrait gagner. Mais enfin, il n'y a pas de plus fort puisque le plus fort, ça serait toujours les Arabes. Voilà. Le monde est fait ainsi. Il y a les Arabes, il y a plus d'1 milliard de musulmans. Donc, chaque musulman a une dent contre les Juifs. Déjà, ils ont une dent contre les Juifs selon la religion. Avec la politique, est encore pire, avec ce qu'ils voient tous les jours sur la scène et à la télévision, qui montre que l'état d'esprit très faible des psychopathes de Juifs. Non pas les qui sont à l'intérieur, qui sont des lobbies d'ailleurs. Donc il y a un rasage qui est en train de se préparer sur Israël. Alors quand on parle que les Américains disent que
c'est l'Amn al-Qawmi, c'est-à-dire la sécurité des États-Unis qui est en cause. Non, à moins s'ils veulent dire que Israël est 51e ou 52e État des États-Unis et cet État est menacé. Donc, comme il est menacé, les États-Unis sont menacés. Ça c'est un raisonnement. Bon, alors, maintenant, pourquoi considérer Israël comme un État américain? Il n'est pas. Ce sont les Juifs qui collent sur l'État puissant, ni plus ni moins. Si l'Europe devient puissante, eh bien, ils vont coller sur les Européens, comme ils ont fait jadis avec les Arabes. Ils collaient aux Arabes, en Espagne, en Indonésie, et ainsi de suite. Et alors, oui, je parlais aussi du Mali. Et le Mali n'est pas encore clair, hein, parce que selon les dires des militaires français, la situation est toujours critique au Mali, avec les Touaregs au nord, avec des mouvements et le pays est très large. Je ne crois pas qu'un petit patelin qui est Bamako, la capitale, va contenir et se fortifier ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, il faut qu'il y ait une entente politique qui n'a rien à voir avec l'intervention militaire des armées de la France. Une intervention doit rédiger et doit exécuter un travail qu'on ne peut plus retourner dessus. Si on retourne, c'est que le travail militaire n'a pas été fait correctement ou achevé. Et de ce fait-là, l'intervention militaire n'a pas de sens. Donc, quoi qu'on dise. Alors, il y a un dernier point. Je voulais dire que si la coalition marche et s'il y a quoi que ce soit qui bouge, il va bouger, bien sûr. Nasrallah, ça, à coup sûr, l'Iran en deuxième rang. Maintenant, la Russie et la Chine, il y a des interventions et ils peuvent se retenir dans les premiers temps. Mais est-ce qu'ils vont se retenir tout le temps? S'ils se retiennent et ils n'avancent pas, la Russie perdrait le monde arabe, à coup sûr, parce que les missiles S-300 que devrait recevoir la Syrie ne l'ont toujours pas. Et la faute n'est pas à quiconque, mais la faute au pouvoir politique russe qui ne veut pas honorer les contrats qu'il a pu faire avec le gouvernement syrien, qui était dictatorial ou qui était autre, mais un contrat était un contrat. En tout cas, ça va avoir des répercussions dans le monde arabe, la relation russe-Chine, et même dans les pays du tiers-monde. Personne ne pourrait avoir une idée bonne sur la Russie et sur la Chine. Maintenant, bien sûr, si on reste sur ce plan-là, la défaite, elle est bien sûr américaine, est écrasante. Et puis, plus Obama va persister, plus c'est comme s'il trouve le saut, et puis voilà, il ne pourrait jamais retenir cette fluidité, cette liquidité, si on veut, de l'argent américain, du dollar américain. Et je crois la cause d'Obama, il s'est tombé dans son propre piège. Et exactement comme Kennedy. Quand Kennedy il avait parlé en 62, ça on l'a retenu sur Internet, on peut le voir, quand il parlait en 62, si Gorbatchev, comment ça s'appelle déjà, c'est Khrouchtchev, vient à Cuba et avec ses missiles, ça serait dangereux pour l'Amérique, et donc il a amplifié le problème alors qu'il n'y avait pas de problème à l'époque. Et le fait qu'il est tombé dans ces mots, qu'il n'a pas pu s'en sortir, et sur les dires de McNamara et sur les dires d'autres hommes américains de l'époque, c'était un démocrate aussi. Obama aussi c'est un démocrate, parti démocrate, et aussi il est tombé dans son piège quand il avait dit que si l'arme chimique et c'est avéré vrai qu'étant
utilisé, la donne changerait. Et bien là, il est tombé dans le piège. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent de l'opposition? C'est ce genre de mots pour qu'il y ait une intervention. Je ne dis pas que l'intervention n'a pas le droit d'y être. L'opposition a le droit d'y être. Comme le gouvernement a le droit d'y être. Mais il faut qu'il trouve un terrain d'entente entre les deux. Sinon, il faut faire la liaison entre les deux. Parce que l'Ibrahimi n'est pas en mesure de trouver une solution, non plus ce qui était avant lui. Je crois qu'il faut qu'ils arrivent à trouver une solution. Le pourquoi du nom de la Syrie, parce qu'ils les considèrent peut-être sont que des simples marionnettes des autres États qui ne veulent pas, l'Arabie Saoudite, Qatar, Turquie, les Émirats, Israël, tout ça. Et puis le pourquoi de l'opposition, ils ne veulent pas. Est-ce que c'est un nom qui vient d'eux-mêmes ou qui vient des autres États? Eh bien, il faut trouver, il faut chercher d'abord. Quand on trouve le pourquoi, on a déjà, je crois, résolu le problème. Et ça, c'est un travail de l'envoyé spécial de l'ONU. Si j'étais l'envoyé spécial, je le ferais vite. Je crois que c'est important à le souligner. Alors, Obama, il peut se retirer d'une autre manière. Comme je l'ai dit, il peut frapper dans le désert là-bas, il n'y a personne, et dire, bon voilà, il a frappé, et donc il a exécuté ce qu'il a dit. Et maintenant, attention. Alors, l'opposition chercherait toujours d'autres moyens pour d'autres armes chimiques. Donc, comment faire le distinguo? Alors, comment faire le distinguo? C'est une question qui est posée aux Occidentaux, hein? Pas aux autres. Les Occidentaux qui hésitent à entrer, par exemple les Européens qui hésitent. Alors, si on va présenter des preuves, de toute façon, le niveau de conscience des Européens est au niveau maintenant, puisqu'ils n'ont pas suivi Hollande. Voilà. François Hollande. Donc, c'est à lui de savoir, c'est à Obama de contrôler ses dires, hein, d'être prudent, puisqu'il aime la prudence, ben, il faut qu'il soit prudent aussi. Hein. Ça, c'est important. Sinon, ben, c'est un déclenchement et sans fin. Il n'y a pas de fin là-dessus. Donc, il ne faut pas qu'il prononce. Sinon, maintenant, il dit, si on lui a posé la question hier, si la Syrie, il y a une nouvelle utilisation d'armes chimiques, elle a dit, ben, cette fois-ci, le monde serait sans pitié. Ben oui, il serait sans pitié. Le monde est toujours sans pitié, mais il faut toujours chercher qui utilise les armes chimiques. Voilà. Est-ce que l'armée syrienne n'a pas les moyens de faire face? D'abord, ça c'est un premier point. Mais en deuxième point, est-ce qu'il a intérêt à faire face? Moi je ne crois pas, parce que le problème n'est pas là pour un partage de pays, quoi qu'il y a une lueur de partage, mais il ne faut pas qu'il rentre, parce que l'armée syrienne et l'opposition sont tous les deux syriens, hein, comme l'Égypte et l'armée et les Khouan musulmans sont des musulmans, sont tous des Égyptiens, sont tous, enfin musulmans, il y en a qui le sont et qui ne le sont pas, mais ils sont tous des Égyptiens. Et donc, je crois, à mon sens, que Obama doit contrôler énormément ses dires. Ça, c'est impératif. Sinon, ben, on tombe dans un no man's land. Et là, non. Je crois qu'il faut utiliser les satellites, il faut utiliser un certain nombre de drones, et puis il faut dénoncer les tops, et il faut qu'il y ait une solution politique appropriée. Donc il faut qu'il y ait des hommes d'abord qui cherchent la solution politique. C'est pas, on parle de solution politique et les gens ne rencontrent ni l'opposition ni le régime en place, qu'il soit dictatorial ou peu importe. Bon, il faut qu'il y ait quand même une solution. Sur ça,